À l'écoute de La Voix de Sion, l'émission de l'OSM. Oui, docteur Oberzvili, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur l'émission La Voix de Sion, qui émet donc du sud de Marseille, pour nos communautés. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président de la FOSF, la Fédération des organisations sionistes de France, nationale à Paris. Vous êtes également président du KKL. Aujourd'hui, on est en pleine période pour l'élection au Congrès sioniste mondial. La FOSF est chargée, de par sa création, de l'organisation, entre autres actions, de l'organisation de ces élections. Je voudrais vous poser deux questions. Parlez-nous de la Fédération des organisations sionistes mondiales, et puis après, on parlera des élections qui vont se dérouler en France. Alors, la Fédération des organisations sionistes de France est l'émanation du Congrès sioniste mondial. Et les membres sont élus tous les 4 ou 5 ans. Ils représentent la France au Congrès sioniste mondial. Celui sera lieu en octobre l'année prochaine. Donc, les élections sont faites pour définir la composition de cette délégation. L'organisation sioniste mondiale, le Congrès sioniste mondial, pas l'organisation sioniste mondiale. Le Congrès sioniste mondial a comme fonction de désigner la direction et les départements du KKL, du Pyrénées-Essonnes, de l'organisation sioniste mondiale et de l'agent juif. Voilà les fonctions. Donc tous les 4 ans, en fonction du rapport de force, les postes sont attribués. La composition de ce congrès est un tiers des États-Unis, un tiers de la représentation sioniste à la Knesset et un tiers du reste du monde. Dans ce tiers du reste du monde, la France représente actuellement 20 mandats, représentait 23 mandats avant, représente 20 mandats, c'est la plus grosse faction du monde en dehors des États-Unis. Voilà la composition et le but de ce congrès. En France, cette année, plusieurs factions se présentent aux élections. Il y a le Likoud, comme d'habitude, qui est la faction majoritaire, qui était la faction majoritaire, qui j'espère sera toujours la faction majoritaire. Il y a le Avoda, mais c'est pas le Avoda classique. C'est pas le Avoda actuellement en Israël, c'est le Avoda vieille tradition, c'est-à-dire avant la prise de pouvoir d'Israël démocratique. Israël démocratique est représenté par Meretz. Il y a également une représentation des libéraux, des conservatifs, ça c'était le congrès tel qu'il était fait avant, et de Mizrahis, c'est-à-dire les sionistes religieux. Cette année, 2 nouveaux intervenants au congrès, deux nouveaux prétendants à des postes au congrès, c'est Chasse et Yehudit Torah. Voilà, c'est les 2 partis religieux. Le parti religieux séfarade, représenté par Chasse, et le parti religieux Ashkenaz, qui ont également des représentations avec des Knesset. En sachant que Chasse a signé le programme de Jérusalem, donc se considère comme un parti sioniste depuis 8 ans, alors que Yehudit Torah, Eretz HaKodesh en France, ne se reconnaît pas comme un parti sioniste en Israël, refuse de se reconnaître comme un parti sioniste en Israël. Voilà la présentation des élections auront lieu du 22 au 29 juin. L'inscription sur les listes électorales dépend de la signature du programme de Jérusalem, édité par Jérusalem, donc pour remplir ce programme de Jérusalem, et fournir une pièce d'identité correspondante. Sont éligibles toute personne juive qui est juive et qui a plus de 18 ans peut devenir membre de la FOSF, membre de la Fédération sioniste, et voter du 22 au 29 pour la liste qui lui semble la plus adaptée. Voilà le schéma global. Il est évident que cette année, le programme est un peu différent. Je vous ai dit que la représentation est un peu différente de d'habitude. Il y a des partis sionistes, il y a des partis non sionistes. Même le Likoud,
que je représente et la représentation au pouvoir actuellement, celle qui mène la guerre. Et il y a des partis non sionistes, c'est-à-dire qui ne sont pas d'accord pour que tout le monde fasse le service en Israël. Et c'est marqué dans la charte. C'est-à-dire dans le programme de Jérusalem, il y a une coche, vous verrez, il faut cocher une case, c'est-à-dire encourager les gens à faire le service en Israël. Alors Robert, voilà grosso modo la présentation. Oui, toujours à destination de nos communautés qui vous écoutent. Comment on explique cette baisse de 23 à 20 mandats pour la France? Alors c'est purement politique. C'est-à-dire que la commission des mandats en Israël est actuellement, et j'espère que ça va changer après le prochain congrès, est à majorité libérale et de gauche. Et sachant que la communauté juive de France est très orientée politiquement. On sait qu'en France, on vote à droite. On vote à droite en Israël, quoi qu'il arrive, les immigrants français votent en Israël. Donc les libéraux et la gauche ont décidé de réduire l'influence de la France. Et ils ont réussi. Il y a l'appel au tribunal sioniste. La session a eu lieu la semaine dernière. Et dès qu'on aura le résultat, peut-être qu'on réussira à récupérer des mandats. Parce que c'est quand même étonnant que dans si on peut considérer qu'il y a une communauté en France qui est sioniste, c'est la communauté juive de France. Je connais peu de gens en France qui n'ont pas de famille en Israël. Je connais peu de gens en France qui ne vivent pas leur israélienne. On a la chance d'être sur le même créneau pratiquement horaire. Et moi je suis actuellement en Israël. Et je peux vous dire qu'à Tel Aviv, la première langue parlée, que ce soit à Tel Aviv, que ce soit à Netanya, que ce soit à Ashdod, la première langue parlée c'est le français, c'est pas l'hébreu. Oui, j'ai compris. Mais Robert, est-ce que ce n'est pas finalement un manque de démocratie de vouloir diminuer des mandats à une population? On fait partie du peuple juif. C'est un manque de démocratie. Bien sûr, c'est un manque de démocratie parce que le principe de base, c'est de dire que moins il y aura de gens de droite représentés au Congrès, et puis on a une chance de s'en sortir. Comme on sait que la délégation française, de toute façon, elle sera à droite. Quoi qu'il arrive, quels que soient les membres, elle sera à droite. Et donc on réduit la représentation de la droite au Congrès, parce que le rapport de force je vous ai dit, pour la direction du KKL, pour la direction de l'OSM, pour la direction du Keren Yesod, pour la direction de l'agence juive, se fera, et pas uniquement de la direction, mais également des départements d'activités sionistes, etc. Il y a plein de départements qui dépendent de la majorité qui va venir à ce congrès. Or, si vous faites les comptes, la majorité, c'est la Knesset actuelle, donc la majorité, il y a par exemple 52 membres à ce congrès qui sont des membres du Likoud, puisque je connais le Likoud de l'intérieur. Donc je peux vous dire qu'on a 52 représentants qui seront à ce congrès, sur le congrès global. Donc et si vous rajoutez les gens de notre faction, c'est-à-dire tout ce qui représente la droite en Israël, on va représenter. La dernière fois, pour la première fois, on a fait basculer. Le congressionniste a toujours été à gauche. Il y a 4 ans, le congressionniste, pour la première fois, a été à majorité à droite. Comme d'habitude, on n'en a pas profité comme il fallait. La preuve, c'est que la commission des mandats, on n'a pas réussi à être majoritaire à l'intérieur. Mais j'espère que cette fois-ci... Mais le différentiel, cette fois-ci, sera beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir un vrai pouvoir au sein du congressionniste mondial. Et c'est important pour l'avenir des Juifs, parce que on s'est rendu compte après le 7 octobre que l'avenir des Juifs, c'est pas uniquement l'avenir des Juifs d'Israël, c'est l'avenir des Juifs à travers le monde. Exactement. C'est-à-dire que l'antisémitisme, il n'est pas l'antisionisme et l'antisémitisme, le renouveau de l'antisionisme et de l'antisémitisme va nous toucher en premier lieu. Donc c'est pour ça que ce congrès est un congrès crucial, parce que c'est à partir de ces arguments-là, à partir des gens qu'on va pouvoir nommer, qu'on pourra répondre et inciter à s'inscrire pour voter. Et Robert, rappelez-nous quelque chose que j'ai en tête. Il y a bien un département de l'OSM spécifiquement axé sur la France qui a été créé, je pense. Alors, il avait été créé. Malheureusement, et à mon initiative, c'est pour ça que je peux en parler. Au dernier congrès, j'avais une puissance suffisante pour pouvoir imposer un département, le département des activistes et de la France. Malheureusement, je l'ai fait pour un homme qui était un homme exceptionnel, qui s'appelait Jacques Cutler. Oui, Zichrono Livracha, qui nous a quittés 3 mois après sa nomination. Exactement. Et comme d'habitude, ils ont profité de l'absence pour
pour mettre en sommeil ce département. Mais cette fois-ci, je vais me battre pour avoir un département qui soit dédié à la France, encore une fois. Dédié à la France, mais cette fois-ci, je vais me battre encore plus fort, c'est-à-dire que je ferai en sorte que, quoi qu'il arrive, ça sera la Fédération sioniste de France qui nommera le patron de ce département. Voilà, et des activités sionistes, voilà. Et c'est mon but. Je ne cherche pas, je me bats pas pour... Moi, je vais faire comme tous les juifs. Je vais faire mon alia dans les années qui viennent. Je sais quand et comment. Si je me bats, c'est pour la communauté juive de France, pour qu'elle ait une représentation. Parce que je crois que la situation en France est suffisamment compliquée, que les années à venir vont être suffisamment compliquées, et que l'ALIA de France risque d'être une priorité. Absolument. Robert, les partis que vous nous avez cités, Likoud, Avoda, etc., sont des partis israéliens ou obligatoirement israéliens? Non, pas obligatoirement. Le Likoud de France est pas israélien. C'est un Likoud qui a été, Jacques Putzer a été à la tête du Likoud de France pendant des années, et il a, par son influence, marqué le Likoud en Israël. Le mouvement Jabotinsky, par exemple, c'est pas un mouvement purement israélien, c'est un mouvement mondial. En réalité, oui, excuse-moi, Robert, je la reformule. En fait, ils sont bien sûr Likoud de France, Avoda France, j'imagine, etc., mais ils sont calqués sur les partis politiques israéliens. Bien sûr. Ou pas? Exactement, calqués sur les partis politiques israéliens. Totalement. Pas uniquement. Il y a quand même les libéraux et les conservatistes qui sont pas des partis politiques, qui sont des tendances, même si elles sont à gauche, c'est des tendances plus religieuses que politique. Que politique. Mais le reste, oui. Shas, Eretz Kodesh, Avoda, Mizrahi, c'est le sionisme religieux. Donc, c'est Smotrich, c'est Bennett. Donc, c'est des gens qui ont une représentation à la Knesset. Comment se passe aujourd'hui, puisque vous êtes à la tête de la Fédération sioniste et vous voyez arriver les inscriptions, comment se passent les inscriptions aujourd'hui pour la communauté juive de France? C'est la première fois. Alors, c'est la première fois que il y a un tel engouement, entre guillemets, pour les inscriptions. On n'avait pas ce genre de... Alors, je sais pas si ça ira jusqu'au vote, mais en tout cas, c'est la première fois qu'on parle du congrès sioniste autant, qu'il a autant d'importance. Et c'est vraisemblablement lié à la situation globale. Donc, mais c'est vrai. Quel que soit le résultat, au moins on aura fait quelque chose, c'est qu'on aura ce congrès sioniste, c'est lui qui a créé l'État d'Israël. Absolument. Donc Herzl était président du congrès sioniste, et Ben Gurion, avant d'être premier ministre de l'État d'Israël, était patron du congrès sioniste. Donc c'était le gouvernement des Juifs avant la création de l'État d'Israël. Exactement. Et ça perdure. Et c'est pour ça que je dis, au moins, je sais pas comment vont se passer les élections, je sais pas comment ça va se faire. Néanmoins, une chose est importante, c'est qu'on en a beaucoup parlé. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que les gens savent maintenant, et peut-être que c'est dans le contexte actuel, c'est-à-dire que comme sionisme, antisionisme, antisémitisme devient la même chose, quand on parle de sionisme, on parle également des juifs en général. Et les juifs de France se sentent très concernés là-dessus. Tout à fait. Et je voulais vous dire, nous on travaille donc ici pour amener les gens à s'inscrire aux élections. Et c'est vrai que parfois on est amené à rencontrer dans un certain nombre d'organisations, dont une hier que nous avons été accueillis pour parler. Donc je me rends compte au moment de parler du vote à l'Organisation sioniste mondiale que certains, je dis bien, ne sont pas au courant de ce qu'est le Congrès sioniste mondial, où on leur dit c'est le représentant des communautés juives en diaspora. Pas uniquement. C'est l'alliance entre Israël, c'est le seul organe où les juifs sont représentés politiquement à travers le monde. Aussi bien la représentation des partis sionistes à la Knesset que les Américains, que le reste du monde. C'est ça. Et nous leur expliquons ça, et on s'est rendu compte que effectivement, en allant les rencontrer, leur parler, etc., on arrivait à les inciter à voter. Et Robert Zvili, vous êtes président de la fédération. Qu'est-ce que vous pourrez dire à nos auditeurs pour les inciter à aller voter, et surtout les enjeux pour D'abord s'inscrire, remplir. Vous avez tous les sites.
je pense que David, tu vas reciter les liens. Vous avez tous les sites pour vous inscrire sur même en ligne, pour pouvoir voter. Il faut d'abord être sur les listes électorales. Ça, c'est très important. Alors que moi, je sais qu'il y a tous les partis ont travaillé pour. Je parlais avec les gens de chasse. Ils ont fait des tas d'adhésions, mais je suis persuadé que ces adhésions sont plus dirigées vers le Likoud que vers le reste. Donc ça me fait plaisir. Plus il y aura d'adhésions, je connais la communauté juive de France. Elle a donc elle a une conscience politique, sioniste, et c'est pas. Alors, oui, ils ont une conscience politique. Et donc, mais les enjeux, c'est que les communautés juives de France doivent être incitées à participer à ce vaste mouvement mondial, comme vous l'avez cité, de cet intérêt pour le vote au congressionniste, pour représenter, amener en Israël des élus français pour les représenter. 250 000 juifs qui ont voté aux États-Unis cette année. 250 000. C'est la plus grosse participation des Juifs américains à ce type d'élection. Oui. C'est le double de ce qu'il y a eu il y a 5 ans. Exactement. Moi, j'ai des informations sur des pays comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, comme même certains, comme l'Afrique du Sud, où ce sont des petites communautés, beaucoup plus petites que celles de la France, où ils sont extrêmement mobilisés. Et c'est pour ça que on insiste pour mobiliser les Juifs de France à ne pas rester sur le bord de la route, à suivre ce mouvement mondial qui est, comme on dit, absolument crucial. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une formidable désinformation et puis attaque généralisée sur l'État d'Israël et par voie de conséquence entre guillemets, je dis, sur les communautés juives dans le monde aujourd'hui. Il faut vraiment être tout à fait conscient de cette situation mondiale où on invite donc nos communautés juives de France à s'inscrire et à aller s'inscrire en masse. Une question, il nous reste peut-être 4-5 minutes, c'est ça. Une autre question, comment s'inscrire alors sur le plan pratique ? Alors, c'est toi qui vas les donner. Il y a plein de sites. Moi, en tant que président de fédération, je ne peux pas donner le site. Je sais que l'Écoute de France a un site, oui. Mais si vous voulez aller sur l'Écoute de France, avec plaisir. Mais quel que soit inscrivez-vous. Oui. Inscrivez-vous sur des listes. Toi, David, tu peux te permettre de le faire. Moi, je peux pas me permettre de le faire. Oui, nous avons commencé à le faire pour nous. Nous avons commencé à le faire depuis déjà un bout de temps. Alors, donnez tous les liens. Il y a le lien de la Fédération sioniste lui-même où on peut s'inscrire sans étiquette politique. Mais il y a les liens des différents partis qui ont... quelle que soit la manière, il faut s'inscrire. Et donc... La première chose qu'il faut faire, c'est s'inscrire, fournir une pièce d'identité. Par principe, pour pas que ces élections soient truquées. Oui. Donc, que ça soit bien la bonne personne. Parce que je pourrais prendre le listing d'une synagogue et inscrire tout le monde. Oui. Mais c'est pas bien. D'accord. Ce qui est bien, c'est de pouvoir faire voter des gens qui existent. Donc ça veut dire, Robert, que les inscriptions vont s'arrêter bientôt, je crois, le 3 ou le 4 juin. Je crois qu'à Marseille, c'est le 3 et c'est le 4 à Paris. Et le 4 à Paris. Ça veut dire que le démarrage comme on dit, pour convaincre les Juifs à choisir une liste vont démarrer après ça. Ce qui veut dire que les gens ne pourront plus s'inscrire après le 3. C'est terminé. Plus voter, pardon. Plus voter. À partir de... Après, on attaque la période électorale. C'est-à-dire qu'on va se battre sur nos programmes. Mais est-ce qu'il... Robert, juste pour préciser d'une façon tarlaise, comme on dit, ça veut dire que après le 3, pour Marseille, on va dire, ils pourront toujours s'inscrire en allant sur le site terminé. Non. Donc ils ne pourront pas voter. Non. Ils ne pourront plus voter. Pour pouvoir voter, il faut s'inscrire avant le 3. Allez, le 4 au maximum, puisqu'il y aura encore Paris qui sera ouvert. Mais parce que il y a les bulletins papier, il y a les bulletins sur les sites. Et les bulletins papier, ils doivent être mis le 3 à Marseille. Exactement. Il y a beaucoup de bulletins papier. Il y a beaucoup de gens qui ont fait une inscription sur des bulletins papier. Ils sont remis le 3 à Marseille, le 4 à Paris. D'accord. Puis les listes vont être constituées et ensuite on ira aux élections.
Voilà. Et les élections, à ce moment-là, on recevra chacun... Du 22 au 29. Oui, on 22 recevra au quelque 29. chose pour voter électroniquement. Alors, soit électroniquement, soit par double enveloppe. Par double C'est-à-dire que enveloppe. vous aurez les listes. Double enveloppe, ça veut dire que vous mettrez votre liste dans une enveloppe et cette enveloppe à l'intérieur d'une enveloppe. D'accord, Donc, et qui sera expédié à Paris. Et qui À la sera fédération. expédié à la fédération sioniste je pense que je vais faire deux adresses, une adresse à Marseille parce qu'il n'y a pas de raison. C'est moi qui ai insisté pour mettre Marseille dans la boucle et je peux vous dire que ça n'a pas été facile, que j'ai été critiqué, mais je pense que la fédération sioniste de Marseille est une des fédérations les plus actives. Donc c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Et je le dis pas parce que je suis à la radio de Marseille, hein. C'est parce que je le suis de près. Mais il faut le dire, même à la radio de Marseille, il faut le dire. Voilà. Non, mais je suis à la radio de Marseille, mais je dis que je le dis pas parce que je suis à la radio de Marseille, mais parce que c'est une des fédérations les plus actives, qui a travaillé toutes ces 4 dernières années, qui a fêté Yom Ha'atzmaut, qui a manifesté depuis le 7 octobre sans arrêt, qui a fait tout ce qu'il fallait pour défendre l'image d'Israël. Et nous continuons d'ailleurs. J'ai insisté pour que ça soit pas que centralisé à Paris. Et je peux vous dire que ça a été très dur, hein, sur le plan politique à obtenir. Il y a heureusement que j'étais majoritaire et que je peux imposer ce que je veux. Et j'espère que je vais rester majoritaire. Donnez-moi la force d'être majoritaire. Ça me permettra d'imposer ce genre de choses. On est là et j'espère qu'on te verra pour une conférence à Marseille. Il fait beau, il y a des plages aussi, on pourra le faire en bord de plage. Marseille, il n'y a pas de problème. C'est vrai que je suis très occupé, donc pas très occupé, parce que j'ai en dehors de la politique, j'ai une activité professionnelle qui m'occupe pas mal. Bien donc, sûr. Et puis je vous ai dit que la communauté juive de France est un peu particulière. J'ai des enfants en Israël, j'ai des petits-enfants en Israël, donc quand j'ai du temps, je viens les voir. Kol Hakavod. Il nous reste 3 ou 4 minutes. Je voulais... vous êtes en Israël. Quelle est l'ambiance aujourd'hui en Israël? Étonnante. J'étais hier soir à une soirée où il y avait la moitié du gouvernement israélien actuel. Bien. L'ambiance est surprenante. C'est-à-dire, autant nous on s'angoisse à l'extérieur, pour eux c'est passé dans le commun. C'est-à-dire dans la vie courante. Dans la vie courante. Voilà. Même si c'est étonnant, c'est surprenant. C'est-à-dire que quand on en parle, on dit bien, c'est grave, la situation est difficile. Et pourquoi elle est grave la situation? On a gagné, il n'y a plus le Hezbollah, il n'y a plus de la Syrie, on est en train de gagner la guerre et il ne nous reste plus qu'Iran à régler derrière. Je dis, bon, on en est là. Et ils disent, oui, grosso modo, c'est un peu ça. Et les woke continuent toujours de bouger, de déstabiliser le gouvernement israélien élu démocratiquement. Pas du tout. C'est très, très anecdotique. C'est très anecdotique. C'est tous les samedis soirs. C'est devenu la mode. Tous les samedis soirs, on se réunit. Mais c'est ultra minoritaire. Le peuple israélien est très uni. Beaucoup plus uni qu'avant le 7 octobre. Quel que soit, alors, bon, Bibi on aime ou on n'aime pas, donc il a toujours cristallisé les haines contre lui, il a sûrement des raisons, mais Bibi on aime ou on n'aime pas, mais l'opinion générale en Israël, depuis le 7 octobre, elle est commune, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'ils ont compris, c'est qu'ils sont seuls sur Terre, que personne ne viendra les aider, et que ils ont intérêt à se prendre en main. Il faut être Amerad. Il faut être Amerad et Bibi a été élu. Quand on leur parlait de 2 États, etc., c'est quelque chose qui est devenu complètement obsolète. Maintenant, ils savent très bien que le problème, c'est d'être suffisamment fort pour survivre. Je crois que c'est l'opinion globale, pas l'opinion ni à droite ni à gauche. C'est une opinion globale du peuple israélien. Et je peux vous dire que quand on voit les jeunes d'ici, ils sont merveilleux. Avant le 7 octobre, l'optique d'un jeune qui rentrait pour faire son service, c'était de donner dans une unité technologique. Ouais. Parce que c'était la mode. Super. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas rentrer à l'armée? Les combattants, ils se battent dans les unités combattantes. C'est un drame s'ils sont pas aussi dans une unité. C'est une nouvelle génération qui est née. C'est une génération beaucoup plus forte et beaucoup plus fière d'être juive, de se battre. Voilà. Ils ont pas, c'est pas la même mentalité que nous, juifs de Gola. Eux, il n'y a pas de problème. Il y a rien en arrière. Il y a rien en arrière. Ils peuvent aller nulle part.
Donc, comme vous me demandez, l'ambiance en Israël, elle est extraordinaire. Tout à fait. Extraordinaire. Tout à fait, Robert Zvili. On arrive à la fin de notre émission. On aurait pu continuer encore beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On fera peut-être une autre émission. Je vous remercie beaucoup, Robert Zvili. Bonne continuation en Israël, Kol HaKavod, et au plaisir de vous rencontrer. De vous rencontrer ici à Marseille pour le travail que nous sommes en train de faire. Merci, Robert. À très bientôt et Tel Chai. Tel Chai. Retrouvez la deuxième partie de À l'écoute de la Voix de Sion, l'émission de l'OSM. Bonjour Sarah, voilà, nous sommes sur Radio JM, la communauté juive de Marseille, et comme chaque semaine, nous avons une émission concentrée sur l'Alia et la Klita. Régulièrement, nous interviewons des associations ou des institutions qui s'occupent de ces deux sujets. Et aujourd'hui, nous avons décidé de parler avec Kalita, qui est une structure qui s'occupe de l'intégration des francophones. Et avant de vous parler exactement de vos différents programmes, j'aimerais, si vous voulez bien, nous expliquer en quelques mots la raison d'être de Kalita. Merci. Bonjour à tous. La mission première de Kalita, c'est d'offrir la possibilité à tout francophone de faire son alia, d'aider à l'intégration en Israël et à la préparation à l'alia. Voilà. Donc toute personne qui décide de prendre la décision de venir en Israël, l'objectif de Kalita, c'est de faire en sorte que l'intégration soit une intégration de qualité et donc d'aider chaque personne qui viendra en Israël, peu importe où elle se trouve, peu importe la ville dans laquelle elle va s'installer, de l'aider dans tous les domaines de l'intégration, que ce soit l'emploi, que ce soit les droits, les diplômes, etc., etc. Voilà. Mais là, vous avez dit, bon, ça, on a très bien compris le rôle de Kalita en Israël, mais vous avez parlé aussi de préparer l'Alia. C'est-à-dire vous avez aussi une position dans le processus de préparation à l'Alia? Alors oui, il faut savoir, au tout départ, le Kalita, on était vraiment ciblé sur l'intégration en Israël. Et on va dire que, voilà, depuis ces derniers mois, surtout depuis le 7 octobre, on a reçu tellement d'appels de gens de France avec beaucoup de questions et qui se posaient la question de venir en Israël, que voilà, on a décidé de aussi s'occuper de l'aide à la préparation à l'ALIA, quel que soit, on va dire, le niveau d'avancement du projet dans la tête des gens, que ce soit quelque chose de très avancé ou simplement que ce soit des questions préliminaires, simplement connaître un petit peu mieux comment ça se passe en Israël. Donc voilà, on est aussi maintenant, mais c'est quelque chose de plus récent, sur la préparation à l'ALIA. Donc on aide les gens en France, pas seulement en France, ça peut être un petit peu en Belgique, un petit peu en Suisse, principalement évidemment en France, à préparer au mieux leur venue en Israël. Oui, mais je veux comprendre quelque chose, c'est-à-dire que Kalita pourrait aider à la préparation de la... C'est-à-dire que quand une famille, une personne veut faire son alia, je suppose que vous ne remplacez pas l'agent juif au niveau du dossier de l'alia, n'est-ce pas? Alors, on travaille en complémentarité avec l'agent juif, qui est un de nos partenaires. L'agent juif est là pour, on va dire, permettre à la personne de venir en Israël, c'est-à-dire au niveau administratif, de s'occuper de toute la partie administrative, réunir les papiers, s'occuper de l'obtention du billet d'avion. Voilà, nous, on va aider en complément du travail qui est fait à l'agent juif, en préparant et en conseillant dans, on va dire, nos domaines d'activité, que ce soit l'emploi, la recherche d'emploi, les questions sur les reconnaissances de diplômes, les questions sur les droits en Israël, que ce soit une famille, un jeune étudiant ou des personnes retraitées, à quoi elles ont droit quand elles arrivent. Donc on a mis en place pour cela un centre d'appel gratuit en français où les gens peuvent nous appeler via un numéro vert gratuit de France, depuis la France, pour qu'on puisse répondre à toutes leurs questions et à toutes leurs interrogations. Oui, donc on est en complément vraiment du travail que fait l'agent juif, on travaille vraiment main à main avec eux. Non, parce que je comprends que ici nous avons déjà plusieurs associés
à l'agent juive, comme de l'Alia de groupe, comme les Mélavim du Misraël Kalita. Alors, à quel moment Kalita rentre dans le processus de préparation de l'Alia? Comment ça se passe? Voilà, moi, il y a quelqu'un qui veut faire son Alia, il a ouvert un dossier à l'agent juif. Comment il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, l'agent juif, normalement, nous donne automatiquement les coordonnées de Kalita. Ça, c'est une première chose. Et on est aussi, on a les personnes qui veulent faire leur alia. Nous, on est en contact principalement parce que il y a beaucoup de personnes qui participent au salon de l'agent juif en France ou au salon de Jérusalem en Israël. Donc, automatiquement, ces personnes-là, nous, après, on fait un suivi avec ces gens-là pour voir s'ils ont des questions supplémentaires et où est-ce qu'ils en sont, on va dire, dans leur démarche. Oui, mais... L'Alia de groupe, il y a plusieurs programmes d'intégration comme l'Alia de groupe, un projet qui s'appelle l'Echlefa, un programme qui s'appelle Dor Hadash. Ça, c'est des programmes, on va dire, d'intégration qui sont ciblés dans des villes particulières et c'est des alliés en général d'un certain nombre de familles qui vont tous dans un même endroit et qui sont encadrés pendant une durée, on va dire peut-être 1 an. Mais c'est assez limité. Ça correspond pas forcément à tous les profils et c'est dans des villes spécifiques. D'accord. Donc, alors, j'ai plus ou moins compris. C'est-à-dire que si quelqu'un est candidat à l'ALIA, il ouvre un dossier à l'agent juive. Là, l'agent juive est censé lui donner le numéro de téléphone du standard de Kalita. C'est comme ça que ça se passe. Et après, il vous parle directement, il pose des questions pour préparer son ALIA. Alors, ça peut être ça, ou en général sur les réseaux sociaux et puis dans la presse française, on est très présent. Donc ça peut passer par l'agent juif, mais ça peut aussi très bien passer par notre studio sur Facebook. Vous savez qu'on a un studio de radio avec de nombreuses émissions et des informations en français. Donc évidemment, on communique sur tous les services que nous donnons. Dans la presse, exactement, et dans la presse, que ce soit le journal Actualité Juive aussi, il y a quotidiennement de la publicité, de la communication sur le service qu'on fait. Si les gens nous cherchent, on va dire sur Internet, il y aura tous les services. Et le centre d'appel où vraiment je recommande vraiment pour toute personne qui est en France et qui a un projet d'ALIA, on va dire plus ou moins avancé, de pas hésiter à nous contacter pour qu'on puisse répondre à leurs questions ou au moins les orienter vers les bonnes personnes. Ouais, écoutez, la semaine dernière à Marseille, il y avait le salon de l'ALIA, lundi 19, et je ne me souviens pas avoir vu un stand de Kalita. C'est une erreur ou c'est un oubli? Alors on n'est pas tout le temps présent dans les salons pour l'instant en France. On était à Paris parce que c'est là où il y avait peut-être le plus de demandes. À Marseille, on y a été. Alors cette fois-ci, peut-être pas, mais on y a été peut-être. Il y avait le salon, le dernier était l'année dernière, il me semble. Si c'est pas nous, de toute manière, on a des représentants des associations qui ensuite communiquent avec nous et nous après on fait le suivi de tous les participants qui ont assisté à ces salons pour voir on fait un travail assez proactif aussi pour voir où en sont les gens dans leurs projets. Mais c'est vrai que là ce salon-là, je crois qu'on n'était pas présent. Oui. Effectivement. Alors ok, d'accord. Alors donc une personne ouvre un dossier d'ALIA, il arrive en Israël le jour J. Vous m'avez précisé que vous pouvez aider les gens dans le domaine professionnel, c'est-à-dire à trouver un travail. Quelle est la procédure? Comment ça se passe? Quels sont les métiers préférentiels? Ou qu'est-ce que la société du travail en Israël a besoin? Alors, personnellement, moi, je m'occupe pas du département de l'emploi. Maintenant, je sais que le département de l'emploi, du placement dans les entreprises, il travaille évidemment avec de nombreuses sociétés israéliennes, que ce soit la high-tech. Vous avez aussi tout ce qui est profession médicale, quelques professions libérales. Enfin, il y a la comptabilité. Il y a pas mal de choses. Le mieux, c'est de prendre directement contact avec nous. Et on a une équipe à la fois à Tel Aviv et à la fois à Jérusalem qui font du placement d'entreprise, qui font de la formation professionnelle pour les personnes qui ont envie de faire quelque chose de différent par rapport à ce qu'ils faisaient en France, ou de la reconversion. Donc voilà, j'invite
vraiment les personnes qui sont intéressées par venir en Israël, vraiment à se préparer vraiment en amont, parce que la question de l'emploi évidemment est cruciale, à bien se préparer en amont avec nos équipes pour faire en sorte que voilà, quand elles arrivent en Israël, elles aient soit un travail déjà avant d'arriver, soit on va dire déjà des pistes pour pouvoir travailler. Ou alors déjà engager les procédures de reconnaissance de diplôme. On a un département aussi qui s'occupe de la reconnaissance de diplômes universitaires ou tout ce qui est profession libérale, comme avocat ou expert comptable par exemple. Donc on a une équipe qui s'occupe de ça et de faire reconnaître le diplôme. Ok, alors donc bon, ça j'ai bien compris pour les gens, les diplômés et les professions libérales et les professions médicales, mais quelqu'un qui n'a pas de profession déterminée, qui est simple employé dans une société ou simple, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer pour qu'ils puissent penser à faire son alia, lui et sa famille? Je pense que ça dépend du domaine d'activité. Déjà, il faut avoir un bon débat. Déjà, on recommande déjà que les personnes commencent quand même à parler à apprendre l'hébreu avant de venir en Israël, parce que c'est quand même très important. On aide les gens à refaire leur CV sur le modèle israélien. Et après, il faut voir en fonction du profil de la personne, de la formation que la personne a eue en France. Alors là, ils pourront aiguiller. Mais encore une fois, il faut parler à un spécialiste et prendre un rendez-vous avec notre équipe de l'emploi. Ok, alors donc on a parlé un peu du domaine de l'emploi. Alors quels sont les autres domaines où Qualita peut faire avancer l'intégration et la alia? Au niveau des droits déjà, il y a beaucoup de questions sur à quoi on a le droit quand on arrive. Suivant le profil, on a le droit à différentes choses, que ce soit un étudiant, une famille ou des retraités, que ce soit au niveau éducatif, au niveau santé, au niveau des formations, des réductions de taxes, etc. Donc c'est important de bien savoir et de bien se renseigner avant, parce que des fois on peut passer à côté de quelque chose et c'est dommage. Par exemple, l'achat d'une voiture, un Olé Hadash, il aura le droit à une certaine déduction. Enfin, voilà, il y a différentes choses quand même qui sont intéressantes et qu'il faut savoir en amont, c'est toujours mieux. Voilà, donc au niveau des droits, au niveau de tout ce qui est les universités aussi, s'il y a des jeunes qui veulent venir en Israël après le bac. Donc au niveau des universités, du Cherut Léonie aussi, on a des informations, ou alors on a des partenaires qui sont spécialistes dans ces domaines-là. Au niveau de la santé également, toute question, niveau médical, on peut y répondre. On a des personnes, des associations avec lesquelles on travaille qui peuvent répondre aux questions. Il faut savoir qu'il y a un très gros réseau aussi de médecins francophones en Israël, donc c'est assez rassurant pour les personnes qui envisagent de faire l'ALIA. C'est toujours des fois, surtout pour les personnes retraitées, c'est toujours un petit peu délicat par rapport à ça. On a un très gros réseau de bénévoles en Israël aussi qui peuvent aider et qui peuvent accompagner dans les hôpitaux, dans les administrations quand les personnes ne parlent pas hébreu. On a des personnes francophones qui sont en Israël depuis très longtemps, qui sont là pour aider, pour accompagner. Ça fait déjà pas mal de choses. Donc c'est aussi des aides pour les personnes qui sont en difficulté financière. On a des aides pour les familles ou les personnes seules ou les soldats qui sont en difficulté financière. On a des aides qu'on peut leur attribuer. Et puis j'invite vraiment tout le monde à suivre nous suivre sur les réseaux sociaux, notre studio de Qualita, Actualité Juive, sur lequel on est très présent et que de manière régulière, on informe les gens de tous nos services. Ok, alors mais vous me parlez tout à l'heure que vous aviez une représentation à Jérusalem et à Tel Aviv. 1, est-ce qu'il y a d'autres villes? 2, pour ceux qui n'habitent pas dans ces villes-là, comment ils font pour avoir des contacts et avec vos militants et avec votre structure administrative? Alors, nos bureaux sont à Jérusalem et à Tel Aviv, mais on se déplace. On se déplace à Netanya, on se déplace à Ashdod. Et on peut se déplacer s'il y a des besoins. On peut se déplacer. Je vous parle au niveau de l'emploi, au niveau des droits. C'est là, on va dire, où les demandes sont les plus importantes. Donc, c'est vraiment les villes où on va de manière, tous les mois, on est là-bas. Et encore une fois, on a des partenaires partout, des associations francophones avec lesquelles on travaille, qui sont dispatchées partout en Israël, avec lesquelles on travaille. Donc, on peut travailler
avec tout le monde. Et par téléphone, on peut régler énormément. Une personne qui habite à Haïfa et qui a des questions sur les droits, elle nous appelle. On n'a pas besoin de nous déplacer. Elle nous appelle, ou alors on peut faire un zoom si le cas a besoin de se voir, etc. Et puis les problèmes sont résolus comme ça. Mais ou sinon les gens se déplacent. Encore une fois, je vous dis, on est à Tel Aviv, Jérusalem, Netanya, Ashdod. Donc vous avez des représentations dans Ashdod et à Netanya, si je comprends bien. Ouais. On se déplace, nos équipes se déplacent et nos bénévoles se déplacent dans ces villes-là. Et encore une fois, on a des partenaires dispatchés partout avec lesquels on travaille. Donc, et des associations qui sont, pour assurer un petit peu tout le monde, il y a des associations francophones un peu partout, en tout cas dans les villes où les francophones sont nombreux. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. En général, ils trouvent une association ou quelqu'un à qui parler. Et de toute façon, les associations avec lesquelles qui sont un petit peu partout, c'est des associations avec lesquelles on travaille au quotidien. Donc, elles nous connaissent bien et s'il y a besoin, elles les orientent vers nous, quoi. Ok, c'est parfait. Donc, si j'ai bien compris, une personne qui prépare son alia a devant lui plusieurs possibilités de contacter. On a dit l'alia de groupe, on l'a dit Kalita, on l'a dit... Alors, en fin de compte, je veux essayer de comprendre quelle est votre différence entre vous et les Mélavim du Misraël Aklita qui eux aussi font ce travail de préparation en amont. Quelle est la différence? Qu'est-ce que je dois... En fait, nous, on travaille aussi avec le Misraël Aklita. Ils nous ont formés sur certains sujets au niveau des droits. Maintenant, nous, on travaille, on répond on aide toute personne qui ait ouvert un dossier d'ALIA ou pas. D'accord? C'est-à-dire une personne qui a simplement l'idée, on va dire, de faire l'ALIA, mais qui s'est pas engagée auprès de l'agent juif, qui n'a pas ouvert un dossier d'ALIA auprès de l'agent juif, on lui répondra quand même. D'accord? Okay. Donc voilà, c'est un petit peu ça, c'est un peu ça la différence. Maintenant, alors que le Misraël Aklita travaille principalement avec des gens qui sont déjà engagés dans un processus d'ALIA. Oui, ça c'est vrai, exactement, oui. Ok, donc j'ai bien compris. Donc c'est intéressant d'avoir... en fin de compte, vous êtes un peu genre un bureau d'information et vous aiguillez un peu les gens en fonction de leurs besoins et de leurs nécessités. Alors maintenant, comment on fait pour vous contacter d'une manière très simple? Bon, j'ai compris. Alors, je vais vous donner le numéro de notre centre d'appel, donc qui est gratuit et qui est en français. Donc c'est un numéro vert gratuit donc depuis la France. C'est le 0805 550. 0805 031 550. 031 50 50. Voilà, 550. Ah, 550. C'est un numéro vert gratuit, voilà. Ah oui. Donc on est ouvert du dimanche au jeudi. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire qu'une personne qui aujourd'hui nous entend à la radio RJM de Marseille est intéressée d'avoir des informations sur une ville spécifique. Je sais pas, je dis au hasard Eilat pour les retraités si ça les intéresse. Vous êtes en mesure de leur donner des informations sur la vie à Eilat par exemple? Alors encore une fois, nous si nous directement on peut pas savoir, on a des partenaires qui sont partout vers lesquels on peut orienter. D'accord? Donc, d'accord, j'ai compris. Donc alors c'est le 0805 031 550. C'est le standard de Kalita qui s'occupe de la préparation à l'ALIA et à l'intégration, bien entendu. C'est une association israélienne francophone qui est là pour aider et pour faciliter l'ALIA et l'intégration des olim francophones. Et je pense que on a fait le tour. Si, bien entendu, il y a des gens qui nous contactent ici dans la région PACA, on les dirigera vers ce numéro de téléphone. Et donc, par conséquent, vous êtes partenaire actif, si j'ai bien compris, de l'agence juive, pour tout ce qui est préparation de l'ALIA. C'est très bien. Maintenant, en concernant les ulpanim, je ne parle pas des ulpanim en Israël, je parle des ulpanim en France. Vous êtes en contact avec l'Organisation sioniste mondiale? Alors, on est en contact. Alors, à quel niveau? Moi, personnellement, je ne pourrais pas vous dire, mais oui, on est en contact. On a évidemment tous les ulpanim qui existent en France. On a des listes de tout ce qui se fait pour la préparation à l'ALIA.
Ok, j'ai bien compris. Donc, alors, on peut aussi contacter Qualita pour nous aider, c'est une très bonne chose. Je vais répéter les téléphones dans le cas où les gens sont intéressés. C'est le 0805 031 550. Voilà. Et bien entendu, ils peuvent nous contacter ici à Marseille. Au 0... Avec plaisir, avec grand plaisir. Voilà, et nous sommes, pour nous contacter, on vous donnera tous les renseignements nécessaires sur Qualita au 07 450 994 61. 07 450 994 61. C'est la Fédération des organisations sionistes de France qui est là aussi, qui est aussi un partenaire pour aider aussi à l'intégration et à l'ALIA. En tout cas, Sarah Benkalou, merci beaucoup, merci de votre aide. Juste vraiment, si toute personne, vraiment, j'insiste, peu importe, on va dire, la maturité du projet d'ALIA, du stade d'avancement, on va dire, du projet d'ALIA, voilà, même si c'est quelques questions et que l'ALIA est prévue dans 5 ans, même si on ne sait pas quand est-ce qu'on va faire l'ALIA, mais qu'on s'interroge et qu'on a des questions et qu'on a besoin de réponses, voilà, n'hésitez vraiment pas à nous contacter, quel que soit le domaine, les droits, l'emploi, la santé, l'éducation, les études, les diplômes, l'hébreu, pour les retraites, voilà, on sera content vraiment de pouvoir vous aider et vous faire avancer. Écoutez, c'est une bonne chose parce que jusqu'à maintenant, on n'avait que des associations qui s'occupaient des gens qui avaient ouvert un dossier d'ALIA, mais je pense que là, vous remplissez un vide qui fait que les gens s'intéressent comme ça, ils ont des questions d'une manière générale dans l'absolu, et c'est une bonne chose de ce que vous faites. Je vous remercie, Sarah. Avec grand plaisir. Bonjour à Jérusalem et à très bientôt. Toda Rabba. Allez, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.